Monsieur le conseiller d'État, chef du département de l'enseignement et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les membres des autorités politiques fédérales, cantonales, communales et de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des hautes écoles universitaires suisses cantonales et fédérales, ainsi que des hautes écoles spécialisées, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des organisations académiques suisses, Monsieur le directeur général d'Unisanté et Mesdames et Messieurs les membres de la direction générale du Centre hospitalier universitaire vaudois, Madame la chef de section de l'Office de la culture du canton de Berne, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des fondations et associations de soutien aux activités académiques et des institutions associées à l'UNIL, Mesdames et Messieurs les lauréates et lauréats des distinctions académiques remises ce jour et leurs invités, je tiens aussi à saluer la présence des membres de la communauté universitaire, en particulier de Madame la présidente du conseil de l'université et les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les vice-rectrices, vice-recteurs, doyennes et doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, enseignantes et enseignants, chercheuses et chercheurs, assistantes et assistants, doctorantes et doctorants, étudiantes et étudiants, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs administratifs et techniques de l'université. Ce matin, j'ai le plaisir de présenter cette cérémonie avec Claire Mudry. Claire, bienvenue, je vous passe la parole. Merci. Bienvenue à toutes et à tous en cette journée de fête pour l'Université de Lausanne. C'est un plaisir de vous voir en si grand nombre dans cet auditoire pour célébrer cette année académique qui s'achève, une année de plus dans la longue et riche histoire de cette institution. Mon rôle ce matin, c'est de vous accompagner en douceur, de vous mener d'une séquence à l'autre, et pour celles et ceux qui monteront sur scène, de vous souffler discrètement que vous pouvez avancer un peu plus pour la photo. Le public ne vous mangera pas. Comme chaque année, le Dies s'inscrit dans un thème, et il s'agit aujourd'hui de la santé. Vaste domaine qui nous concerne à tout âge et dans chaque couche de la société. Grâce au brillant cerveau de l'Université de Lausanne, les différentes connaissances qui touchent la santé s'éclairent chaque jour un peu plus. La lumière se fait, progressivement, sûrement. En ce qui concerne le déroulé concret de ce Dies Academicus 2025, nous allons commencer avec les discours, poursuivre avec les doctorats honoris causa, puis terminer avec les prix 2025. Votre cerveau sera nourri, votre cœur et vos oreilles aussi. Vous les avez brièvement entendus tout à l'heure, Ganesh Gemeyer sera au saxophone et Marcol Savoie sera à la batterie et ils rythmeront toute cette cérémonie. Voilà, vous savez tout. Il est temps pour moi de vous souhaiter un excellent Dies Academicus 2025 et de redonner la parole à Monsieur le recteur Frédéric Herman. La science ne connaît pas de patrie, parce que le savoir appartient à l'humanité, et c'est la torche qui éclaire le monde. Ces mots de Louis Pasteur expriment parfaitement ce que je m'apprête à vous dire. La recherche portée par les universités est essentielle pour comprendre et affronter les grands défis de notre temps. Ces défis, qu'ils soient climatiques, sociaux, numériques ou sanitaires, sont nombreux, et les universités s'y attellent avec rigueur, créativité, ouverture et responsabilité. Car c'est bien dans nos laboratoires, à l'écart des logiques politiques ou commerciales immédiates, que germent les connaissances qui nous permettront de répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Dans cet esprit, la direction de l'UNIL a structuré sa stratégie au cours de grands enjeux sociétaux. Et à l'occasion de ce Dies Academicus, et comme chaque année depuis le début de notre mandat, nous avons choisi de mettre l'accent sur l'un d'entre eux, la santé, comme le disait Claire juste avant. Et j'insiste, c'est dans nos universités que l'on travaille d'arrache-pied pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter des maladies comme le cancer, l'obésité, le diabète ou la maladie de Parkinson. Nous étudions également les modes de vie et les déterminants de la santé et du bien-être, qui jouent un rôle essentiel dans la prévention de nombreuses pathologies. Ces efforts, qui mobilisent presque la moitié de l'activité de recherche à l'UNIL,
permettent aussi de mieux comprendre l'impact de l'activité physique sur la santé, les mécanismes de maladies psychiatriques, ou encore la manière dont se propagent les maladies infectieuses. Mais avant chaque innovation qui transforme nos vies, il y a un long chemin, souvent discret, parfois incertain, celui de la recherche fondamentale, avec sa temporalité particulière. C'est elle qui constitue le point de départ indispensable de toute avancée. Laissez-moi vous donner 3 exemples concrets de découvertes fondamentales majeures faites par des chercheuses et chercheurs de l'UNIL qui ont ou vont révolutionner notre quotidien. Car aujourd'hui, tout commence dans un laboratoire avec la curiosité, du doute, de la rigueur. Mon premier exemple est une avancée qui a transformé notre manière de traiter l'obésité. La découverte du GLP-1. Cette hormone produite dans l'intestin après un repas joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie. C'est dans les années 80 et 90 que la recherche a franchi un cap avec l'identification de sa structure et surtout du récepteur GLP-1, notamment grâce à Bernard Torrance, aujourd'hui professeur honoraire à l'UNIL. Ce fut un tournant majeur. Ces travaux ont posé les bases de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le désormais célèbre médicament Ozempic. Actuellement, Sophie Croisier, professeure à l'UNIL et qui s'exprimera plus tard, travaille sur le développement de certains neurones de l'hypothalamus qui interagissent avec le GLP-1 et qui contrôlent la prise alimentaire. Ces travaux sont déterminants pour mieux comprendre les mécanismes d'action de cette molécule et comment le cerveau peut devenir un allié dans la lutte contre l'obésité. Toutes ces recherches ont conduit à des traitements révolutionnaires capables de réduire l'appétit et de favoriser une perte de poids durable. Une avancée capitale face à l'un des plus grands défis de santé publique actuels. Derrière moi, vous pouvez observer une image de l'hormone en question produite par Cryo-EM, ce microscope pour lequel Jacques Dubochet a reçu un prix Nobel en 2017. La deuxième découverte révolutionnaire que je souhaitais mentionner est en oncologie. Elle concerne le rôle crucial des macrophages associés aux tumeurs dans la progression du cancer. Ces cellules immunitaires, que l'on peut diviser en bons ou mauvais macrophages, jouent des rôles opposés dans le développement tumoral. Les mauvais macrophages sont souvent manipulés par la tumeur pour l'aider à se développer et à se propager. En 2013, Jonah Joyce, actuellement professeur à l'UNIL, a démontré que l'inhibition d'un récepteur clé chez ces macrophages ne les éliminait pas, mais les reprogrammait pour qu'ils passent de mauvais à bons macrophages, capables d'attaquer directement les cellules cancéreuses. Cette découverte a transformé la façon dont nous comprenons l'interaction entre le système immunitaire et les tumeurs. Elle ouvre la voie à des nouvelles thérapies qui, au lieu de simplement détruire les macrophages, cherchent à les reprogrammer pour qu'ils deviennent de véritables alliés dans la lutte contre le cancer. Un tournant décisif dans le traitement de la maladie. Mon troisième et dernier exemple continue de nous emmener aux confins de l'innovation scientifique. L'équipe de Pierre Marquet parvient à générer, à partir de cellules urinaires de patientes et patients atteints de troubles psychiatriques, des neurones humains porteurs de leur vulnérabilité génétique, notamment celles liées à la dépression, la schizophrénie et la maladie bipolaire. Grâce à des techniques de microscopie optique de pointe développées dans leur laboratoire, il est désormais possible de visualiser, en 3D et sur plusieurs semaines, la naissance et la mise en réseau de ces neurones. La vidéo que vous découvrez derrière moi, qui illustre cette dynamique de mise en réseau, permet d'identifier des signatures cellulaires spécifiques à ces pathologies, marquant une avancée vers un diagnostic plus précoce et plus fiable. Ces travaux fondamentaux ouvrent la voie à des thérapies plus ciblées et plus efficaces, offrant un réel espoir pour les millions de personnes confrontées à ces troubles. J'aurais pu vous parler d'autres exemples tout aussi fascinants, du rôle de l'intelligence artificielle, de l'économie de la santé, de la sociologie de la santé, de cette interface cerveau-moelle épinière que nous mettons à l'honneur aujourd'hui,
ou encore des modèles de souris humanisés qui permettent de mieux comprendre les maladies humaines. Mais le message que je veux vous transmettre est bien plus simple. Lorsque la liberté académique recule, ou que les financements s'assèchent, ce ne sont pas seulement ces recherches essentielles qui s'interrompent. C'est toute la chaîne de l'innovation qui se brise. C'est attaquer le progrès à sa source. Soutenir une recherche indépendante, ambitieuse, ouverte et libre au cœur des universités, là où la diversité des idées et des origines est une force, c'est donner à la société les moyens de prévenir la souffrance évitable, de mieux vivre, de vivre plus longtemps et de faire face aux défis de demain. C'est à l'université que se préparent chaque jour les solutions de l'avenir. Continuons à lui donner les moyens d'agir, continuons à briller et à valoriser le savoir, plutôt que l'ignorance. Détruire l'ignorance, voilà le grand problème, disait Victor Hugo. Et ce problème, nous avons le moyen de le résoudre, ensemble et avec ambition. Merci et excellent Dies Academicus 2025. Merci Frédéric. Dans le domaine de la santé, les chercheuses et les chercheurs travaillent dur pour faire avancer les connaissances et reculer la maladie. L'humanité augmente et surtout l'humanité vieillit et fait apparaître de nouveaux défis. Une scientifique a choisi de sortir des laboratoires et de s'intéresser à une catégorie précise de personnes dont la santé est toute particulière, les centenaires en Suisse. J'ai l'honneur d'accueillir sur scène Madame Daniela Jopp, professeure associée de psychologie à l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne et chef du projet Suisse 100. Monsieur le conseiller d'État, monsieur le recteur, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour donner moi cette opportunité de vous présenter mes recherches. Depuis les années 90, nous observons une augmentation importante des personnes très âgées qui sont entre-temps devenues le groupe de population qui grandissent le plus vite dans tous les pays développés. Cette révolution démographique se voit bien chez les centenaires, les personnes âgées 100 ans et plus, qui vont devenir très nombreux selon des projections. Cela se voit aussi très bien en Suisse où vivent aujourd'hui plus que 2200 centenaires. Notez la croissance exponentielle dans les 4 ans passés. L'augmentation est similaire à celle normalement vue en 10 ans, malgré le Covid. Cela va continuer avec 26% des filles et 15% des garçons nés en 2017. Alors ça va devenir avec une plus grande chance de devenir centenaire. Malgré cela, il y a très peu de connaissances sur cette population, peu visible et peu connue. Pour combler cette lacune, j'ai développé un projet interdisciplinaire suissant pour mener la première étude nationale sur les centenaires en Suisse avec le but de mieux investiguer les caractéristiques et la situation de vie des centenaires. Ensemble avec mes collègues, nous avons créé une approche qui nous a permis de combiner les perspectives disciplinaires de la médecine, la biologie, la psychiatrie, la psychologie et la sociologie et de collaborer entre des institutions placées dans les 3 régions linguistiques. Ce projet a été financé principalement par le SNF. Suisse 100 a débuté en janvier 2020, 6 semaines avant le Covid est arrivé en Suisse. Comme visiter les centenaires n'était pas possible, nous avons essayé de réagir de manière créative sur ce défi et nous avons développé la première étude téléphonique avec des centenaires dans le monde. Avec cette étude, nous avons collecté des informations sur 176 centenaires en parlant avec eux-mêmes ou avec un membre de leur famille. Pour l'étude principale, nous avons pu collecter des informations sur 277 centenaires en utilisant une approche méthode mixte et nous venons de terminer la collecte des données longitudinales cette année. De plus, nous avons récolté des récits de vie et pris des photos professionnelles de 28 centenaires pour une exposition itinéraire qui va être développée avec le soutien d'un grand fonds d'Agora.
Je vous invite de faire connaissance de quelques de nos participants. Cela illustre directement le premier résultat clé, la grande hétérogénéité. Malgré leur âge, ils sont très très différents l'une de l'autre. Cela confirme une des idées clés de la psychologie développementale. Avec l'augmentation de l'âge, les différences entre les gens deviennent de plus en plus grandes. Le deuxième résultat clé est la grande vulnérabilité des centenaires. Les centenaires notamment développent des maladies typiques pour l'âge avancé 10 ans plus tard que la population normale, mais à l'âge de 100 ans, ils ont tous des problèmes. Les centenaires suisses ont une moyenne de 6 maladies et presque tout le monde a des problèmes sensoriels et de mobilité. La vulnérabilité peut s'observer aussi dans d'autres domaines, comme par exemple la moitié des centenaires ont des troubles cognitifs et dans le risque qui augmente pour l'isolement social et la solitude. Malgré ces vulnérabilités, le troisième résultat clé est que les centenaires démontrent une résilience importante. Cela se montre au niveau du bien-être. 92% des centenaires suisses sont satisfaits avec leur vie, un chiffre incroyable et plus haut que dans les autres pays où j'ai pu travailler avec les centenaires. Donc on se demande quels sont les facteurs qui contribuent à cette haute qualité de vie et ce qui nous a amené à la cinquième résultat que je veux vous partager. Ce tableau ici indique les corrélations entre des diverses ressources et la satisfaction de la vie. Les chiffres en rouge indiquent les liens positifs et en bleu les liens négatifs. Ce ne sont pas les facteurs objectifs, comme par exemple le nombre de la maladie qui joue un rôle, mais la santé aperçue et la vision, qui sont importants pour la satisfaction élevée. La solitude a un lien négatif, ce qui est en ligne avec l'importance des échanges sociaux à laquelle nous sommes plus attentifs depuis le Covid. Mais ce sont surtout les aspects psychologiques qui sont très importants. Et ceux-là sont des éléments que nous n'avons pas encore en tête. Le sentiment d'auto-efficacité, avoir une perspective future optimiste, avoir un sens de vie et une volonté de vivre. Ça, ce sont les facteurs les plus liés à la satisfaction de vie. Pour clore, nous allons présenter ces résultats et d'autres au grand public à partir de l'automne et je vous invite cordialement de nous joindre. Cela me tient beaucoup à cœur de donner aussi un visage et une voix aux centenaires de la Suisse, cette population grandissante mais peu visible, et pour réduire les stéréotypes négatifs liés au vieillissement. Merci beaucoup. Merci, Daniel Hager. Je vous laisse reprendre votre place dans la salle. L'UNIL est constitué de 7 facultés et peut poser le regard de différentes disciplines scientifiques sur un sujet. C'est ce que la prochaine vidéo va nous montrer, avec des témoignages de chercheuses et de chercheurs qui toutes et tous mènent des travaux sur la santé avec des points de vue variés. Voici le premier épisode de Regards croisés sur la santé. En général, quand on parle de santé, on pense essentiellement à l'être humain, donc notre santé. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup plus largement à la maison dans laquelle on vit, c'est-à-dire notre environnement. Quelle est la pollution de l'environnement? Donc, on va utiliser des mesures chimiques pour voir. On prend un échantillon de sol, un échantillon d'eau. Et d'un autre côté, on est intéressé du niveau de la biologie de voir les effets toxiques de ces substances. Pour ça, on va tester au laboratoire, par exemple, ces substances sur des hydres, des algues, etc. Ces deux informations, quand on les met ensemble, permettent d'évaluer le risque. L'écotoxicologie, c'est vraiment un outil qui est là pour aider à la décision par rapport à une protection de l'environnement et de notre santé sur le long terme. Ma recherche, elle porte sur l'épidémiologie par les eaux usées, qui est un outil qu'on peut utiliser pour estimer la quantité de stupéfiants consommés dans le bassin versant d'une station d'épuration ou STEP. L'idée, c'est d'aller faire des prélèvements en entrée de STEP et puis de rechercher ce qu'on appelle des métabolites de stupéfiants, donc des substances qui ont été transformées par le corps lorsqu'on les a ingérées, puis qui sont ensuite excrétées. Ça va vraiment venir soutenir les acteurs de la santé publique pour prendre des décisions éclairées et efficaces pour endiguer au mieux le phénomène et puis ses conséquences les plus néfastes.
Je travaille de manière générale sur les relations ville-nature et je m'intéresse depuis quelques années à la question des animaux mal aimés en ville. Tout un tas de sales bestioles qui peuvent peut-être simplement nous déranger, voire être un peu hostiles ou même nuire assez gravement à la qualité de vie, par exemple quand on parle d'animaux qui transmettent des maladies. En particulier des moustiques tigres. Je m'intéresse plus particulièrement à la question des punaises de lit. Elles ont un impact fort en fait sur la santé psychologique des habitants. Et comme les punaises de lit ne transmettent pas de maladies, pour l'instant, c'est pas un problème qui est vu comme un problème de santé publique, alors même qu'il impacte la santé des habitants. Ça fait quelques années que je m'intéresse aux personnes qui ont une lésion médulaire, qui doivent utiliser une chaise roulante au quotidien. Ça peut être aussi des personnes qui ont des troubles ou des déficiences neurologiques, ça peut être des AVC, ça peut être aussi des maladies de Parkinson. Que ce soit pour nous ou pour ces personnes, cette position assise, elle n'est pas bonne pour la santé. Du coup, c'est vrai qu'on a réfléchi à développer des solutions d'exercices, d'activités physiques adaptées pour les personnes en chaise roulante. Dans ce cadre, j'ai un projet de recherche qui vise à évaluer les bienfaits biopsychosociaux de ce type d'entraînement. D'ailleurs, une salle qui n'est pas très loin de l'Université de Lausanne. Je fais une thèse en administration publique. L'objectif de ma recherche, c'était d'identifier tous les enjeux éthiques et juridiques que pose la digitalisation de la santé des travailleurs. On part du postulat que puisque ces technologies ou la digitalisation de la santé et de la sécurité des travailleurs a une finalité positive, qu'il y a peu d'enjeux éthiques et de risques lorsqu'on les déploie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des enjeux de surveillance, de vie privée, d'atteinte à l'intégrité physique et de santé mentale des travailleurs. Les challenges, ça va être de voir soit de continuer à être dans une autorégulation des entreprises, ou alors d'être dans une posture régulatoire plus étatique et de mettre en place des nouvelles règles. Au départ, je me suis intéressée aux médicaments et puis petit à petit, j'ai élargi le spectre de mes recherches. J'ai travaillé sur les médicaments sous contrôle ou aussi dit médicaments stupéfiants. La thématique, je l'ai abordée au départ sous l'angle de ce qu'on appelle le droit administratif. J'ai incorporé des aspects de droit constitutionnel, de droit privé. Je m'intéresse tout particulièrement à la protection des femmes et des personnes mineures. C'est le rôle du juriste ou de l'avocat ou du professeur de critiquer la situation actuelle et évidemment de proposer des améliorations. Une révision de loi, ça prend généralement des années. Il y a un processus de maturation, on va dire, politique. Je garde bon espoir que des recommandations que j'ai formulées, notamment faciliter l'accès aux pilules contraceptives, aux pilules du lendemain, entrent un jour en vigueur, mais je sais que la patience reste de mise. Vous pourrez voir la suite de ces regards croisés un peu plus tard pendant cette cérémonie. Faire un discours, c'est raconter une histoire, avec des anecdotes, du suspense, des digressions parfois. Faire un discours, c'est tout un art parfaitement maîtrisé par le prochain orateur. J'ai l'honneur d'inviter sur scène Monsieur le conseiller d'État et chef du département de l'enseignement et de la formation professionnelle, Frédéric Borloo. En raison de son agenda extrêmement chargé, c'est Monsieur Borloo qui commence la série des discours et il devra s'en aller peu après. Merci beaucoup pour ces propos introductifs, à partir desquels je suis en train de me demander quelle histoire je vais vous raconter, comment je vais digresser et quelle petite anecdote je pourrais bien vous confier. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, en vos fonctions et qualités, vous avez été largement et précisément salué il y a un instant. Permettez-moi de ne pas recommencer, mais j'aimerais dans un premier temps vous dire le plaisir que j'ai à participer à ce moment exceptionnel pour moi, parce qu'il y a un concentré d'informations sur ce qui se fait ici, donc forcément aussi ce qui est démonstratif de ce qui se fait dans d'autres universités en même temps. Et toutes ces recherches-là sont époustouflantes quand on les appréhende comme ça de manière globale. Alors, en lisant les journaux, on a un exemple ici, un exemple là. Mais durant cette journée, on s'aperçoit finalement de la force que représentent pour notre société toutes les études, les recherches,
l'enseignement, le savoir qui existe dans ces universités, ici, en Suisse et à travers le monde. Comme ça a été dit, je ne vais pas pouvoir rester après mon discours, parce que, et ce n'est pas parce que c'est un peu mouvementé à l'extérieur vraisemblablement, ni parce que je ne veux pas, comme je l'ai proposé l'année passée, après avoir été interrompu plusieurs fois, je ne veux pas non plus rencontrer des gens après cette cérémonie. C'est évidemment, j'étais en train de vous dire que ce n'est pas parce que je ne voulais pas discuter avec les gens comme l'année passée où j'avais proposé de le faire, lorsque j'avais été interrompu à plusieurs reprises, que je dois partir, mais mon nouveau département est ainsi organisé que j'ai des nouvelles responsabilités. Mais cela, évidemment, mon discours là, il est un peu à plat, quoi. Et bon, une fois que j'avais dit au recteur, écoutez, cette année, je ne digresse pas, je suis mon discours. C'est comme ça. Mais ça n'enlève rien à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'importance de cette journée. Ça n'enlève rien à ce que je pense sincèrement de l'importance de continuer ce qui se fait ici. Parce que, justement, cette pression que l'on reçoit, qui, à certains égards, peut être légitime, qui serait plus forte si elle était composée de dialogue plutôt qu'uniquement de force. Mais cette pression, elle ne doit pas nous faire arrêter de faire ce qu'on fait. Et surtout ici, et je pense bien sûr à la recherche, à l'avance technologique, scientifique, qui correspond aussi la plupart du temps à des avances aussi sociales, des avances dans notre société importantes, et finalement qui donnent de l'espoir, que les choses un jour aillent mieux, parce qu'évidemment, la Terre est ce qu'elle est, l'être humain est ce qu'il est, et aujourd'hui, je me dois de condamner l'ensemble des conflits qu'il y a sur Terre, et l'ensemble des gens qui continuent à y participer, qui continuent à les alimenter, quels qu'ils soient. Tous ces conflits sont de trop. Tous ces conflits doivent être évités. Et c'est pour ça que je critiquais un tout petit peu cette absence de dialogue, parce que ça restera toujours par le dialogue qu'on les évitera. On a eu une période de paix qui est anormalement longue, heureusement longue, sur notre continent, mais c'est parce que les gens dialoguent, c'est parce que les gens s'écoutent, c'est parce que les gens se parlent. Et donc, c'est vraiment aussi et surtout dans ces lieux de recherche, ces lieux scientifiques, ces lieux où on réunit des gens qui ont des compétences exceptionnelles, que ce dialogue prend une forme encore plus forte et que le débat doit exister. Et je terminais mon discours, que je ne vais pas trop rallonger, mais je le terminais sur un peu le lien avec ce que j'avais dit l'année passée, sur la neutralité de l'institution. Et ce qui n'a rien à voir avec le côté engagé de tel ou tel employé de cette institution. C'est vraiment très différent. Je parle vraiment de l'institution. La neutralité de l'institution est le gage justement de ce débat, de ces échanges et de cette évolution de la société qui est tellement importante. Et moi qui n'ai pas fait mes études ici, alors je le dis chaque fois, je ne vais pas m'en excuser, mais qui n'ai pas fait mes études ici, mais peut-être je ressens encore plus fortement que vous qui vous êtes assis dans des salles, mais vraiment je le ressens, l'importance de ce bateau amiral qu'est l'Université de Lausanne pour toute la formation vaudoise, eh bien, n'est pas seulement la science, mais c'est tout ce qu'il y a autour, c'est ce débat,
cette connaissance que l'on se transmet entre nous, entre vous, etc., et qui ne doit jamais cesser. Et donc, cette neutralité de l'institution, cet éloignement du partisanisme politique, eh bien, c'est vraiment la seule manière de voir les choses à long terme. De toute façon, il ne faut pas trop se frotter au monde politique, c'est toujours un peu compliqué, mais sinon, vraiment, plus je vais de l'avant, plus j'observe ça, et plus je pense que c'est vraiment extrêmement important. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, condamnons tous les conflits qu'il y a sur cette planète et continuons à faire ce que l'on doit faire pour que ça aille mieux demain mieux que hier. Merci de votre attention et encore une fois, je suis navré de vous quitter. C'est vraiment inversement proportionnel à l'importance que je mets dans cette institution et toutes celles et ceux qui la font vivre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller d'État. L'Université de Lausanne réunit une multitude de cerveaux, de talents et de personnalités. C'est cette multitude qui va s'exprimer maintenant devant vous. J'ai le plaisir d'inviter sur scène Madame Anne-Christelle Zeiter-Grau, présidente du Conseil de l'UNIL. Elle sera suivie de Maxime Oswald, coprésident de la Fédération des associations des étudiantes et étudiants de l'UNIL. Mesdames et messieurs, on se sent toujours un petit peu idiote en l'occurrence, quand on arrive avec un joli petit discours tout bien préparé et qu'on se frotte à la réalité d'une cérémonie qu'on avait imaginée différente. Je n'ai pas tout à fait l'entre-gens ni le talent de monsieur le conseiller d'État pour rebondir, donc je vais me contenter de vous lire quand même ce que j'avais préparé. Et je crois que finalement, ça n'est pas complètement déconnecté. Alors, j'avais envie de vous parler aujourd'hui tout d'abord d'équilibre, parce que ce mot équilibre, c'est l'un des mots que j'ai le plus entendu ces derniers mois dans les conversations que j'ai pu avoir dans la communauté universitaire. Alors, ce mot, dans une célébration qui met en avant la santé, n'est pas sans rappeler l'équilibre des humeurs, qui, depuis l'école d'Hippocrate, jusqu'à l'époque moderne, a été un important fondement de la médecine occidentale. Alors, on l'a vu jusqu'ici dans cette très belle première partie du Dies, cette idée d'équilibre des humeurs est depuis longtemps dépassée en médecine, mais elle demeure présente dans les imaginaires comme dans la langue, à la source d'expressions comme le flegme, le spleen, ou encore l'humour. De cette théorie des humeurs, la notion d'équilibre reste présente sous différentes formes et dans de nombreuses traditions. Et dans toutes ces traditions, il est toujours question d'éviter au maximum les oppositions trop simplement binaires. Le bien et le mal, le vrai et le faux, le haut et le bas, le blanc et le noir. Pour le bien-être physique, moral et social, l'équilibre reste souvent valorisé. Ni trop de sport, ni trop peu, ni trop de nourriture, ni trop peu, ni trop de travail, ni trop peu, ni trop de tension, ni trop peu. Alors 2000 ans après Hippocrate, on retrouve finalement encore cette préoccupation qu'Alcméon de Crotone décrivait dans sa doctrine médicale au 1er siècle après Jésus-Christ de la manière suivante, je vous cite. La santé consiste dans l'équilibre des qualités, de l'humide, du sec, du froid, du chaud, de l'amer, du doux et de toutes les autres. Mais la monarchie d'une d'entre elles entraîne la maladie. En effet, la monarchie d'une de ces qualités sur l'autre apporte la mort. Alors cette mort qu'Alcméon décrit ici comme une conséquence du déséquilibre est précédée par la maladie. La maladie qui peut être soignée, mais qui, pour un temps au moins, place le patient dans la dépendance à autrui et en marge de la société et de la vie. La recherche de l'équilibre apparaît alors comme un moyen de surmonter cette précarité et d'éviter la mort. Si cette théorie est dépassée au niveau médical,
elle reste quand même utile pour penser la société. Une société qui est constituée d'individus et de groupes qui ne doivent pas prendre trop de pouvoir sur les autres au risque de provoquer de dangereux déséquilibres. Alors l'autre mot que j'ai beaucoup entendu et que j'avais envie d'évoquer ici, au risque de répéter ce que M. Borloo vient de nous dire, c'est celui de dialogue. Pour favoriser l'équilibre en démocratie, le dialogue réel, équitable, honnête, entre des avis divergents est une précieuse ressource. C'est une ressource qui doit être préservée et qui doit être entretenue. Au sein du Conseil de l'université, qui représente tous les corps et de toutes les facultés, ainsi que les services centraux, et qui réunit toutes ces personnes avec la direction et les décanats, la recherche d'équilibre passe par le dialogue entre des idéologies, des opinions et des situations spécifiques, dont je vous disais l'année dernière que ce serait un leurre de penser que quelque décision que ce soit, quelque prise de position que ce soit, emporte l'adhésion de l'entier de la communauté. Le dialogue n'est jamais simple, il est souvent difficile à équilibrer et il demande une attention et un soin de tous les instants. Mais un dialogue transparent, franc et de bonne foi est ce qui permet d'avancer ensemble vers l'excellence des formations et de la recherche et ce qui permet d'éviter tant que possible les déséquilibres sociaux et individuels pour que notre université, qui est si fertile, reste en pleine santé. Je vous remercie pour votre attention. J'invite maintenant sur scène Maxime Oswald pour la Fédération des associations des étudiantes et étudiants de l'UNI. Monsieur le recteur, monsieur le président du Grand Conseil, monsieur le conseiller d'État, mesdames les vice-rectrices, messieurs les vice-recteurs, mesdames et messieurs en vos titres et fonctions, et surtout, chers et chers membres de la communauté universitaire, bonjour à toutes et à tous. Nous parlons aujourd'hui de santé, mais qu'entendons-nous vraiment par là? La santé ne se limite pas à l'absence de maladie ou à la seule forme physique. Elle s'enracine dans un bien-être global, à la fois psychique, social, émotionnel et mental. Pour nous, elle représente bien plus. C'est la capacité pour chaque étudiant de traverser son parcours académique, non pas dans la survie, mais dans l'élan. C'est pouvoir apprendre, créer, se chercher et se trouver, en étant soutenu dans toutes les dimensions de son être. Chaque année, la Fédération des associations d'étudiantex de l'Université de Lausanne participe à l'organisation d'une enquête. La question est simple, comment allez-vous? Cette année, plusieurs témoignages nous ont marqués. Je cite, « Je dois apprendre à vivre seul et c'est compliqué. En effet, le passage à l'université, pour certains, rime avec isolement. Ce n'est pas toujours facile de se construire un réseau, de se trouver un équilibre, et surtout dans un environnement encore marqué par la crise sanitaire ou la précarité. D'autres nous parlent d'obstacles très concrets. J'ai un ami en fauteuil roulant, il est toujours à la traîne, il n'y a pas assez de place et les ascenseurs sont difficiles d'accès. Il y a aussi ces étudiants qui doivent jongler avec des situations familiales complexes, des échecs de projet, des problèmes financiers. Nous pouvons lire, partir de zéro, se faire des amis, relancer ses idées malgré les difficultés économiques, c'est épuisant. Ces défis, nous les connaissons. L'augmentation de la précarité étudiante n'est pas un phénomène isolé. Elle s'inscrit dans un contexte plus large où les moyens alloués aux prestations sociales sont fragilisés par la pression budgétaire. Le logement devient inaccessible, les demandes d'aide financière augmentent, l'accès aux produits de première nécessité devient de plus en plus complexe. Ces difficultés viennent s'infuser directement dans la vie universitaire, pesant sur la santé, la réussite académique et le quotidien des étudiants. Avez-vous entendu parler du demi-milliard par année coupé dans la recherche et la formation, de la hausse des taxes d'études? Difficile de se projeter quand l'avenir se construit contre vous. Chaque action menée sur le campus, qu'il s'agisse de renforcer le soutien psychologique, d'ouvrir l'accès au sport ou de créer des espaces sociaux, est essentielle face aux défis de la vie estudiantine. Agir pour le bien-être, c'est défendre le cœur de notre université, inclusive, publique, solidaire, grâce à l'engagement de celles et ceux qui œuvrent pour le bien commun.
Je pense ici à des associations comme Projet Solidaire, dont les membres offrent sans compter leur temps et leur énergie pour sensibiliser, éduquer et rendre notre campus plus inclusif. Aux pères, qui au milieu des événements les plus fréquentés vont à la rencontre de la communauté pour parler de prévention et de santé sexuelle avec bienveillance et engagement. À Récupol, une initiative estudiantine qui se donne pour mission de réduire la précarité et le gaspillage alimentaire. L'organisation d'événements joue également un rôle essentiel dans la vitalité culturelle et sociale de la communauté, portée par des associations telles qu'Unilive, Vortex Trace, Student Game et Zelig et bien d'autres qui s'engagent avec énergie pour tisser du lien et animer la vie du campus. Ces initiatives créent des espaces de rencontre ouvertes à toutes et à tous, renforçant le sentiment d'appartenance et l'accès à des moments de respiration indispensables dans la vie étudiante. Mais la vie universitaire ne se résume pas à des rendez-vous festifs. Elle se construit aussi dans la discrétion d'un parrainage ou dans la patience d'un tutorat, dans la régularité des permanences, dans la présence rassurante des services comme Unisanté. L'université est un écosystème vivant et à la FAE, nous nous efforçons chaque jour de nourrir cette cohésion, d'accompagner les projets et les ambitions qui en sont le reflet de centaines d'engagements individuels guidés par une même vocation, celle d'aider son prochain. Alors quand les financements se retirent peu à peu de la santé et de la formation, du soutien aux étudiants, il est permis de se demander à quoi voulons-nous vraiment accorder de la valeur ? Quelles sont les priorités collectives et quelles sont-elles que nous sommes prêts à défendre ? Quel avenir choisissons-nous de construire ? Car investir dans l'université, c'est bien plus qu'un choix budgétaire. C'est un engagement envers ce que nous voulons transmettre. Investir dans la santé et le bien-être des étudiants, ce n'est pas une dépense secondaire, c'est un choix d'avenir. Parce qu'en prenant soin des étudiants d'aujourd'hui, nous semons les graines des solidarités et des savoirs de demain. Merci beaucoup. Merci Maxime Oswald et merci Anne-Christelle Zeiter-Grau. Ganesh Gemeyer a promené son saxophone dans les pays et les projets les plus divers. Marcol Savoie rythme sa vie intensément derrière sa batterie. Ensemble, ils font battre le cœur musical de ce Dies Academicus 2025.
Merci Ganesh Gaimeyer et Marcol Savoie. Ce Dies Academicus doit être une fête, un moment de partage, d'émotion et de reconnaissance. Reconnaissance des efforts et des gouttes de sueur des chercheuses et des chercheurs. Ainsi, nous allons maintenant passer à la remise des doctorats honoris causa. 4 personnes sont distinguées ce matin par l'Université de Lausanne pour leur travail et leur engagement exceptionnel. J'ai le plaisir d'inviter sur scène Monsieur le recteur Frédéric Hermont pour le premier doctorat honoris causa. Merci Claire. Donc revenons à la fête. J'invite sur scène compatriote Jan Bettens et la doyenne de la faculté des lettres. Vous pouvez avancer. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa faculté des lettres, confère à Jan Bettens, professeur honoraire à la KUL, le grade de doctoresse lettres honoris causa. Pour être devenu le spécialiste de référence sur l'intermédialité et sur la transmédialité, grâce à des recherches sur les textes et l'image, fondées non seulement sur les œuvres canoniques, mais aussi sur des corpus considérés comme mineurs, tels que la bande dessinée, le roman photo ou la poésie numérique. Pour la grande probité avec laquelle il a mené une réflexion théorique et historique très novatrice et produit des travaux critiques, éditoriaux et littéraires de premier ordre. Je vais venir m'insérer entre vous. Félicitations, Jan Bettens. Que représente pour vous ce doctorat honoris causa? C'est la reconnaissance exceptionnelle du travail que j'ai essayé d'accomplir. Et quand je dis reconnaissance, c'est évidemment un mot qu'il faut prendre dans les deux sens. Je suis extrêmement reconnaissant à l'Université de Lausanne, l'honneur qui m'est fait, bien entendu, mais également très reconnaissant au fond, la faculté des lettres, qu'on devrait appeler faculté des lettres et des images, ou peut-être la faculté des mots et des choses, puisque la faculté touche un peu à tout ce qui m'intéresse. La faculté des lettres de l'UNIL est pour moi une sorte j'ai toujours considéré comme une sorte de petit télème, c'est-à-dire que la faculté représente pour moi vraiment l'idéal de ce qu'on devrait entendre par études interdisciplinaires aujourd'hui. Et j'aimerais bien élargir cela au fond à l'ensemble de la culture vaudoise, puisque je ne tiens pas à vous cacher l'admiration que j'ai pour quelqu'un comme Gustave Roux, quelqu'un qui a, comme j'ai essayé de le faire, qui a toujours combiné l'écriture et la photographie, et dans le domaine de l'écriture qui était à la fois poète, prosateur, épistolier, journalier, journaliste, critique et tout cela pour moi a été un grand modèle et m'a encouragé à devenir le petit touche-à-tout que je suis devenu. Daniel van Malmeder, qu'est-ce qui vous a paru distinguer le travail de Jan Bettens? Bien, les travaux de Jan Bettens touchent à de multiples objets, de multiples disciplines. C'est vrai que le mot a été prononcé, c'est vraiment un chercheur interdisciplinaire et la faculté des lettres est fondamentalement interdisciplinaire. Ces objets sont multiples, ce sont des livres, mais ce sont des images, ce sont aussi des objets souvent un peu laissés de côté par les chercheuses et les chercheurs. Et puis, ce qui est remarquable, c'est que Jan Bettens travaille depuis de nombreuses années avec plusieurs collègues de différentes sections, la section de français, la section de cinéma, celle d'histoire de l'art, l'école de français langue étrangère, donc il utilisait le mot touche-à-tout. Il n'a pas travaillé avec le latin, mais il m'a dit tout à l'heure qu'il prépare un recueil de poésie sur Tacite, sur l'œuvre de l'historien Tacite, et je me réjouis beaucoup vraiment de découvrir cela.
Merci beaucoup. Félicitations encore, Jan Bettens. Je vous laisse regagner vos places. En l'absence d'Amy Finkelstein, qui s'est excusée pour raison de santé, j'invite la doyenne d'HEC sur scène. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa faculté des hautes études commerciales, confère à Amy Finkelstein, professeure d'économie au MIT, le grade de docteur en économie honoris causa pour les contributions transformatrices à l'économie de la santé qui ont apporté ses recherches avant-gardistes sur l'architecture et l'impact des systèmes d'assurance maladie. À l'éminente chercheuse dont les travaux ont éclairé de manière déterminante les effets de la couverture des soins sur le recours aux prestations médicales, sur la sécurité financière et sur la santé publique. Marianne Schmidt-Mast, c'est vous qui répondez aux questions en l'absence d'Amy Finkelstein. C'est des recherches d'Amy Finkelstein qui ont un côté très concret. Est-ce que c'est ce côté empirique, tangible, qui vous a frappé? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une partie que ça touche vraiment à des questions qui sont importantes, pas seulement aux États-Unis où elle réside et elle enseigne et elle fait ses recherches, mais aussi ici en Suisse. Et puis la deuxième raison, c'est qu'elle a une collaboration étroite avec le Lausanne Centre de l'économie de la santé et policy. Et donc, c'est une institution, c'est un centre qui est à la fois interdisciplinaire, interfacultaire, mais aussi interinstitutionnel. Donc, entre HEC Lausanne, la faculté de biologie et médecine et Unisanté. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse regagner votre place. J'invite maintenant sur scène Carlos Dora et le doyen de la FGSE. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa faculté des géosciences et de l'environnement, confère à Carlos Dora, docteur en épidémiologie de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le grade de docteur en sciences de l'environnement honoris causa, pour son rôle pionnier dans la mise en relation de la recherche multidisciplinaire et des politiques traitant des impacts réciproques de l'environnement et de la santé à une échelle mondiale. Pour avoir mis à profit les positions clés qu'il a occupées à l'OMS, en réunissant des personnalités scientifiques, politiques, philanthropiques et de la société civile, dans le but de réaliser des évaluations concrètes, de changer les visions et de développer des politiques de toute portée. Je reviens à m'insérer entre vous. Carlos Dora, since you started your research, how has the situation evolved? En recherche. Oh, vous parlez aussi français, c'est merveilleux. Un petit peu, je plaisante, je fais semblant. Je dirais que pour moi, c'est une joie d'établir ces connexions avec l'université. On a déjà travaillé ensemble dans des projets internationaux. Mais je crois que dans ce moment historique où les constraintes économiques et politiques autour de la santé et des libertés individuelles, c'est un moment très important d'établir les connexions, de faire les liens à travers des institutions de la société civile, y compris l'université. Et maintenant, je travaille à New York, je travaille à Porto Alegre, au Brésil, et pour moi, c'était une excellente opportunité. Je vois cette occasion de faire une opportunité de recommencer à des activités autour des villes, politiques publiques, santé, environnement. Donc, merci pour l'opportunité et un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Thorsten Zennemann, en quoi le travail de Carlos Dora vous a-t-il paru décisif? Oui, bon, si vous avez bien vu dans l'émission tout à l'heure que la faculté de géosciences et de l'environnement s'occupe de l'environnement largement naturel.
mais la santé de l'environnement, c'est étroitement lié avec la santé de l'être humain. Nous, on est fiers d'accueillir une personne qui a travaillé du côté de médecine, de sciences humaines, et de s'insérer dans le monde via notamment l'OMS, de l'environnement et de regarder la santé de ces deux en parallèle. Et c'est ce que nous rendons fiers de lui accueillir comme une prof honoris causa dans notre faculté, parce que c'est vraiment le cœur de notre travail, mais de vue de notre côté, et donc c'est un mariage parfait. Merci beaucoup. Félicitations encore. Merci. Je vous laisse vous rasseoir. J'invite maintenant sur scène le vice-recteur Giorgio Zanetti. Bonjour. Pour la remise du titre suivant, j'invite à me rejoindre sur scène Monsieur Bertrand Kiffer. Cher Bertrand, si tu veux bien. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa direction, confère à Bertrand Kiffer, docteur en médecine, théologien, éthicien, éditeur et chroniqueur, grand témoin de l'Assemblée de la transition de l'UNIL, le grade de docteur honoris causa, pour son récit érudit et lucide de l'aventure d'être humain et de ce qui tient les humains ensemble, pour sa dénonciation rebelle de l'addiction à exploiter toujours plus les autres et le monde, pour sa conscience partagée de nos vulnérabilités et sa défense inlassable du projet d'en prendre soin. Bertrand Kiffer, félicitations. Merci. Vous recevez aujourd'hui ce doctorat honoris causa. Vous avez récemment déclaré à l'UNISCOP que vous êtes un usurpateur, que vous ne savez pas pourquoi on vous a choisi. Est-ce que la laudatio de M. Giorgio Zanetti vous a convaincu? À moitié. À moitié. C'est vrai que c'est étrange quand je regarde un peu en surplomb mon trajet, je me dis, c'est surtout de la chance. Ça a été surtout la chance de rencontrer des gens que j'ai bien aimés, qui m'ont soutenu. Et puis, ça a été la chance de pouvoir m'occuper de toutes sortes de choses intéressantes qui vont de la recherche, en passant par les aspects très concrets de la médecine, le journalisme, l'éthique. Et puis, de travailler dans ce champ qu'est la médecine, la santé, c'est vraiment un champ très particulier. Ce n'est pas comme la physique ou la chimie, ou ces domaines-là qui sont des domaines contingents, qui ont été choisis par des humains. La santé et la médecine, ça part de la souffrance des êtres humains. Et toute la recherche, y compris la recherche universitaire, suppose une anthropologie, suppose une vision de l'être humain. Et cette recherche et ces activités rétroagissent aussi sur l'anthropologie, ça nous définit. Et il y a quelque chose d'extrêmement beau là-dedans. J'ai eu un énorme plaisir à me promener, alors vraiment comme un promeneur un peu, comment dire, touriste dans ces domaines et usurpateur quand même. Je pense que je suis un bas potentiel, comme j'aime bien dire à ma femme. Et ça fait plaisir de voir qu'un bas potentiel, s'il se donne un peu de peine et s'il a de la chance, peut avoir un doctorat honoris causa. Voilà. Voilà. Message à tous les bas potentiels de la salle. Cela dit, cette promenade, comme vous l'appelez, cette promenade vous a mené de la médecine au Vatican, de la revue médicale suisse à ce doctorat honoris causa aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de chance, certes, mais de quoi vous êtes le plus fier? De quoi je suis le plus fier? Mais je ne sais pas, au fond, peut-être d'arriver à garder une passion pour les choses, pour tout ça, pour malgré ce monde qui dysfonctionne, malgré que l'humain est menacé d'être de trop, dans des tas de perspectives, que ce soit les problèmes de guerre, de conflits, que ce soit dans des évolutions idéologiques comme on voit aux États-Unis.
mais de rester passionné par le fait que rien n'est joué, rien n'est écrit, et qu'en particulier dans le domaine de la santé-médecine, il y a tellement encore à faire au nom de quelque chose d'assez mystérieux, qui est l'humain, et puis au-delà de l'humain, le vivant, l'aventure du vivant, et cet ensemble-là. Enfin, moi, je parle de mystère parce que c'est vrai, c'est très, très motivant, au fond, de voir ça comme ça. Peut-être de ça, je suis fier, je ne sais pas s'il y a de quoi être fier, mais en tout cas, c'est la vie qui me plaît. Voilà. Merci beaucoup et encore félicitations. La santé est donc notre fil rouge ce matin, avec les présentations de 3 chercheuses notamment, et le film Regards croisés. En voici la deuxième partie. Je travaille sur la communication médicale, et la communication dans le domaine de la santé, pour les linguistes, c'est appréhender un labyrinthe. L'idée, c'est de dresser une carte qui permette aux personnes soignantes ou aux personnes soignées de ne pas se perdre, de ne pas se retrouver dans une voie sans issue. Quand on demande à une personne âgée qui souffre de douleurs chroniques comment elle va, est-ce que ça suffit? Si on veut s'intéresser à la façon dont une personne va véritablement, il faut faire attention au format de la question qu'on emploie. Si on spécifie la thématique, comment ça va ton dos, comment ça va depuis la dernière fois, eh bien on a beaucoup plus de chances que la personne thématise son véritable état de santé. Moi, je travaille sur la représentation de la souffrance dans l'Iliade et sur les perspectives que ces poèmes antiques, la poésie d'Homère, peut ouvrir aujourd'hui dans le champ des humanités en santé. La médecine narrative est une approche récemment institutionnalisée qui mobilise la littérature généralement contemporaine pour enseigner aux professionnels de santé des compétences narratives essentielles et améliorer ainsi leur relation avec les patients. En tant qu'historien de l'Antiquité, je travaille plutôt sur l'imaginaire qui est lié au judaïsme ancien et au christianisme primitif. Et au moment de la pandémie en 2019-2020, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des choses à dire sur comment penser l'imaginaire des pandémies. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir un petit peu sur les mécanismes. Je me suis rendu compte que les récits, par exemple, des plaies d'Égypte, avaient surtout pour but de convaincre les gens, alors à l'époque en leur faisant très peur, qu'il fallait suivre finalement la religion et ce que disaient les prêtres en fait. Les meilleures femmes et hommes politiques connaissent très bien ces mécanismes où en fait il faut parler non seulement aux gens mais à l'imaginaire des personnes. Et notamment en matière de santé, c'est un élément qui est vraiment important. Je travaille sur les relations entre médecine et santé, et en particulier dans une perspective historique, comme historienne. Le système public de santé suisse est effectivement très performant, mais c'est un système qui est hospitalo-centré. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est très coûteux. L'historienne que je suis s'intéresse à des alternatives, et plus précisément même à aller puiser dans le passé d'initiatives en matière de prévention et d'offre de soins pour offrir des clés pour l'avenir, qui permettrait d'avoir des systèmes de santé peut-être pas moins coûteux, mais en tout cas plus durables et plus adaptés à la demande des individus et des collectivités. La bioéthique est un champ de ce qu'on appelle d'éthique appliquée, qui va réfléchir dans ce domaine, donc ici qui est le domaine de la santé et du monde médical, à l'utilisation ou aux avancées technologiques dans ce domaine. Une des problématiques que j'ai pu traiter, c'est la question de la procréation médicalement assistée, par exemple, et de l'utilisation de nouvelles technologies de la reproduction dans la pratique médicale. On est toujours en discussion avec le champ du droit. On va évidemment penser en fonction de ce champ-là, mais on va aussi essayer de bouger parfois un peu les barrières en fonction de ce qu'on peut penser dans le langage éthique comme étant injuste, comme n'étant pas bon, ou bien. So I'm a trained economist who now focuses mostly on socioeconomic issues related to health. I mainly focus on healthy aging. I also look a lot at the end point of healthy aging, which is unfortunately dying for everybody. One major challenge here is to allow people to have a good, dignified, self-determined death, and also think about ways to ensure that, both by providing good end-of-life care, palliative care, but also allowing for options of assisted dying, and at the same time, not focus overly on economic aspects, even though these are evidently also important for the health system.
J'ai maintenant le plaisir d'inviter sur scène Madame Sophie Croisier, professeure assistante au département des neurosciences fondamentales de la faculté de biologie et de médecine et lauréate du programme Monique de Meuron de la Fondation Famille Sando, un programme pour la relève universitaire qui permet de soutenir de jeunes talents en début de carrière. Sophie Croisier, vous nous présentez vos recherches sur le lien entre génétique et obésité. Merci, chères toutes et chers tous. J'avoue que je suis encore un petit peu perturbée par les événements de tout à l'heure, mais je voudrais dire à quel point je suis fière de faire partie de cette université et vraiment honorée et ravie d'être là aujourd'hui pour parler de ma recherche en des mots simples et pour vous parler des enjeux qui y sont liés. Donc, dans le laboratoire, on s'intéresse au cerveau et en particulier à son développement et à comment l'activité de ce cerveau va nous permettre de contrôler notre poids corporel. Donc c'est une question qui est d'autant plus importante que si on perd ce contrôle de notre poids corporel, ça peut conduire à certaines pathologies et à notamment l'obésité, qui atteint vraiment des niveaux très alarmants au niveau mondial, avec quasiment 1 milliard de personnes, d'adultes qui vivent avec une obésité selon l'OMS. Donc en d'autres termes, 1 personne sur 10 vit avec une obésité. Donc quand je parle d'obésité, je parle d'une maladie chronique qui est vraiment caractérisée par une accumulation excessive de masse grasse qui peut vraiment conduire à une altération de notre santé. Mais qu'est-ce qui nous rend obèses? Donc pour répondre à cette question, il faut vraiment que vous compreniez qu'est-ce qui nous permet de contrôler notre poids corporel. Donc on arrive à contrôler ce poids parce qu'il existe une balance, un équilibre entre l'apport d'énergie que vous allez donner à votre corps et la dépense d'énergie, notamment via un métabolisme de base et à l'activité physique. Si cette balance est à l'équilibre, votre poids corporel va être maintenu. Mais si il y a une dérégulation de cette balance, avec par exemple l'apport d'énergie qui va prendre le pas sur la dépense énergétique, cela peut conduire à une augmentation de votre poids corporel qui peut conduire à une obésité. Qu'est-ce qui contrôle cette balance énergétique? Donc pour le comprendre, il faut vraiment qu'on aille un petit peu plus en détail dans la biologie et en particulier dans la biologie du cerveau. Donc dans le cerveau, il y a une petite structure qu'on appelle l'hypothalamus, qui est vraiment une structure clé pour la survie d'un individu, mais aussi de l'espèce, parce que c'est une structure qui contrôle la reproduction, le sommeil, mais qui, dans notre cas aujourd'hui, nous intéresse, car il contrôle également la balance énergétique. Donc, cette balance énergétique et cet hypothalamus contrôle cette balance énergétique parce qu'il y a une communication qui se met en place avec le reste de notre corps et nos organes, différents organes, notamment le tissu adipeux, là où le gras est stocké. Cette communication peut se faire via des signaux qui sont dans la circulation sanguine, mais également, pour faire simple, par l'activité de vos nerfs. Et au laboratoire, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre comment cette communication se fait et comment cette communication se met en place. Donc nous ne travaillons pas chez l'humain, mais nous avons la chance que l'hypothalamus et cette communication soient bien conservées au cours de l'évolution et notamment chez le rongeur et la souris, ce qui en fait vraiment un modèle de choix. J'en profite ici pour rappeler vraiment l'importance de l'expérimentation animale dans la recherche et notamment dans la recherche qui concerne la physiologie intégrée où pour répondre à nos questions, on a besoin d'avoir cette vue d'ensemble d'un organisme entier. Donc au laboratoire, on travaille sur la souris à différents âges, à l'âge embryonnaire et chez des souriceaux, donc après la naissance pour l'aspect développemental, mais également à l'âge adulte pour des questions plus comportementales qui sont liées à la prise alimentaire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 2 exemples de ce qu'on fait au laboratoire. Donc le premier à l'âge embryonnaire, donc ce que vous voyez ici, c'est un schéma d'un embryon de souris qu'on voit de côté. Et en fait, dans le cerveau de cet embryon, il y a des cellules spécialisées qu'on appelle des neurones. Et ces neurones vont communiquer avec d'autres neurones grâce à des prolongements, c'est comme des bras. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder à quel moment du développement se mettent en place ces prolongements, ce qu'on peut visualiser ici par cette petite ligne rouge. Donc comment on fait ça? En fait, on utilise des approches histologiques, donc sur des coupes de cerveau d'embryon, et on va, grâce à des molécules fluorescentes, repérer des neurones d'intérêt. Donc ici, vous visualisez sur une photographie prise avec un microscope les neurones dont Monsieur le recteur a parlé tout à l'heure, donc des neurones de l'hypothalamus qui contrôlent la prise alimentaire, et on peut vraiment voir à ces âges-là des petits prolongements qui, dans ce cas, vont jusque la moelle épinière.
L'autre exemple dont je voulais parler est à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, on a d'autres questions, c'est vraiment essayer de comprendre quels sont les neurones et leurs prolongements qui vont contrôler un aspect particulier de la balance énergétique qui ici est la prise alimentaire. Donc dans ce cas particulier, on travaille sur une prise alimentaire qui est compulsive, donc c'est-à-dire que la souris va manger une grande quantité de nourriture dans un laps de temps très court. Donc comme vous voyez ici, c'est des souris qui ont été habituées à manger du chocolat et du beurre de cacahuète. Et le jour de l'expérience, on leur donne seulement un accès visuel et olfactif à ce beurre de cacahuète. Donc elles ont développé vraiment ce comportement, on va dire, de frustration. Et quand on leur donne accès à cette nourriture, comme vous voyez là sur cette vidéo, elles se jettent sur la nourriture et elles vont avoir ce comportement dit compulsif, vorace de consommation de nourriture. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on regarde au niveau du cerveau quels sont les neurones et quels sont leurs prolongements qui vont contrôler ce comportement en particulier. Donc je vais m'arrêter là pour les exemples concernant mon laboratoire. Je voudrais juste terminer en remerciant vraiment tous les membres de mon équipe, sans qui tout ça ne serait pas possible. Équipe qui est en train de grandir là significativement grâce au soutien de la Fondation philanthropique de la famille Sandoz et d'autres fonds d'encouragement, notamment le Fonds national suisse. Évidemment, je vous remercie pour votre attention. Merci Sophie Croisy. La musique adoucit les mœurs, certes, mais il est à peu près certain qu'elle améliore aussi la santé. La preuve, vous ressentirez un très grand bien-être en écoutant Ganesh Gemeyer et Marcol Savoie.
Merci Ganesh Gaymeyer et Marcol Savoie. Ce matin, 3 prix sont décernés pour récompenser un investissement, un travail et une passion exceptionnels. Pour le premier prix, le prix de l'État de Berne, j'invite à monter sur scène Monsieur le vice-recteur Jérôme Rossier. Bonjour. J'invite à me rejoindre sur scène Madame Karine Kraus, fondatrice et directrice de la fondation Là pour Là, et son équipe. J'invite également Madame Anne Yegui, chef de section pour l'encouragement des activités culturelles du canton de Berne. Sur proposition de la direction de l'Université de Lausanne, le Conseil d'État du canton de Vaud décerne le prix de l'État de Berne à Là pour son engagement exceptionnel dans l'éveil artistique des enfants à travers la création de projets novateurs favorisant le dialogue et les collaborations interculturelles entre les différentes régions de Suisse. À la fondation qui offre à tout enfant l'opportunité de découvrir l'art dès le plus jeune âge, pour la passion avec laquelle elle forme les professionnels de la petite enfance et sensibilise les institutions culturelles à l'importance de cet éveil, contribuant ainsi à défendre des valeurs de diversité et de créativité. Karine Kraus, vous êtes la directrice et la fondatrice de Là pour Là, vous êtes là avec toute votre équipe. Est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous raconter de toutes ces expériences au sein de Là pour Là? Un seul, c'est dur. Hein? Oui, il y en a plein. Il y a 13 ans, quand on a commencé avec une formation continue, c'était la première initiative. Quand les gens m'auraient dit, si quelqu'un m'aurait dit qu'il y aura une initiative nationale après 13 ans, j'aurais dit, mais ça va ou bien arrête de... ce serait cool, mais c'est pas possible. On a des lois qui discriminent les petits-enfants, les enfants de 0 à 4 ans. Et il y a plein d'expériences, il y a plein de moments où on va découvrir les enfants parce qu'ils sont très capables, ils savent tout faire, mais ce sont toujours les adultes qui les retiennent, qui les corrigent, qui disent mais fais ci, fais comme ça, mais pas juste des faux. Donc, ce sont les chairs de poule, les moments de chair de poule. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les adultes et pas les enfants, parce qu'ils savent tout faire, ils sont très capables. Anne Yegui, je vais aller vers vous, avec tout ce monde sur la scène. Vous êtes chef de la section encouragement des activités culturelles au canton de Berne. Que représente une entreprise comme Là pour Là pour votre canton ? Là pour Là a donné une impulsion très forte et puis très essentielle à l'encouragement de la participation culturelle au niveau ou au secteur de la petite enfance au canton de Berne. Donc aujourd'hui, grâce à l'engagement de Là pour Là et de Karine Kraus, on soutient des projets dans la petite enfance, dans le soutien général aux projets qu'on a au sein de l'Office de la culture. Donc, étant conscient de l'importance aussi de la participation culturelle, on trouve essentiel de donner la possibilité de la participation culturelle à toute la société. Et Là pour Là nous a ouvert une voie pour le secteur de la petite enfance. Et on est très heureux que ça soit devenu un mouvement national qui contribue aussi à l'échange entre les régions linguistiques. Merci beaucoup. Encore félicitations. Je vous laisse regagner la salle. Pour remettre le prix de la Société académique vaudoise, j'invite maintenant Madame la vice-rectrice Liliane Michalik à me rejoindre sur scène.
Bonjour. J'invite à mon tour Carlotta Mans, lauréate, et Dominique Radrizzani, secrétaire général de la Société académique vaudoise, à nous rejoindre sur scène. Sur proposition de la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, et du jury de la Société académique vaudoise, la direction de l'Université de Lausanne décerne à Carlotta Mans, titulaire d'un doctorat en droit, le prix de la Société académique vaudoise avec la mention lauréate de l'université. Pour l'originalité et l'ambition exceptionnelle d'une thèse qui aborde courageusement l'un des plus grands défis juridiques et éthiques de nos sociétés actuelles et futures, en clarifiant la relation souvent contestée entre droit, éthique et nouvelles technologies. Ce travail rigoureux et engagé formule, à l'attention des États, du Conseil de l'Europe, des entreprises et de la société civile, des recommandations claires sur la façon de protéger les droits humains lorsque les entreprises utilisent les données génétiques. Carlotta Mans, félicitations. Qu'est-ce qui vous a particulièrement surprise pendant vos recherches? Je pense absolument tous les échanges que j'ai eus avec plein de personnes différentes qui avaient des opinions différentes et avec lesquelles j'ai pu échanger, qui m'ont donné des idées pour avancer dans la recherche. Et je pense que c'est vraiment pas un travail solitaire, comme on dit souvent de la thèse, mais que ça aide toujours à avoir des échanges avec des autres personnes. Je pense que c'est ça. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Dominique Radrizzani, vous êtes donc le secrétaire général de la Société académique vaudoise. Est-ce que vous pourriez nous préciser le rôle de cette société académique? Alors, la Société académique fait partie des centenaires, justement. Elle a été créée il y a 135 ans et 6 jours, le 17 mai 1890, par d'anciens étudiants pour faire rayonner l'Université de Lausanne. Elle s'y emploie comme chacune et chacun d'entre vous, j'imagine. Mais alors, l'action effective, c'est un soutien financier pour des bourses postdoctorales, doctorales, des soutiens aux publications, ainsi que des prix comme celui qui est remis aujourd'hui à Carlotta Mans. Merci beaucoup. Félicitations. Je vous laisse vous rasseoir. Pour le troisième et dernier prix de cette cérémonie, le prix de l'UNIL, j'invite Monsieur le recteur Frédéric Herman à monter sur scène. J'invite à mon tour la professeure Jocelyne Bloch sur scène. L'Université de Lausanne, sur proposition de sa direction, décerne le prix de l'Université de Lausanne à Jocelyne Bloch, professeure à la faculté de biologie et médecine. Pour ses travaux pionniers en neurochirurgie et médecine régénérative, ces travaux sur la neuroplasticité et la régénération cellulaire ouvrent des perspectives révolutionnaires. Clinicienne, chercheuse et mentor, elle incarne l'excellence et l'engagement. Grâce à son audace et sa rigueur, elle repousse les limites de la science au service de l'humain. Jocelyne Bloch, félicitations. C'est pas trop lourd?
Ça va me faire les muscles, on en a besoin pour la réhabilitation. Alors, à part l'objet en tant que tel, que représente ce prix pour vous? Je vous laisse bien approcher le micro de votre bouche. Je m'approche du micro. Pour moi, ce prix, c'est émouvant. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord parce qu'on reconnaît un travail de longue haleine, mais aussi, il provient de mon université, c'est l'Université de Lausanne, j'y suis quand même bien attachée vu qu'elle m'a vu grandir. Donc ça représente beaucoup pour moi. Merci. Votre travail, Jocelyne Bloch, est effectivement déterminant pour la neurochirurgie et il s'inscrit dans la thématique de ce dièse, la santé. Donc je vous invite maintenant à nous présenter vos recherches. Voilà. Donc encore merci. Et j'aimerais vraiment partager ce prix avec toute cette équipe, sans laquelle, en fait, je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'aimerais aussi beaucoup dédier ce prix à mon très cher collègue, Grégoire Courtine, que j'ai rencontré en 2012 et qui m'a embarqué dans le projet que je vais vous raconter rapidement aujourd'hui, vu que j'ai 5 minutes. En 2012, alors que j'étais neurochirurgienne fonctionnelle, Grégoire Courtine, qui venait d'être engagé comme professeur associé à l'École polytechnique de Lausanne, m'invite à lui rendre visite. J'avais entendu parler de lui et j'avais beaucoup entendu parler de ces rats paralysés qui remarchaient. Et ce jour-là, Grégoire m'a montré le rat qui, grâce à une stimulation de la moelle épinière et une lésion de la moelle épinière, est capable de marcher. Quand on arrête la stimulation, vous voyez qu'il ne marche plus. Quand on remet en route la stimulation de la moelle épinière, il remarche. À ce moment-là, il me dit, en me regardant droit dans les yeux, « Est-ce que tu es d'accord d'appliquer ça à l'homme ?» Alors je lui ai dit que certes, c'était une excellente idée, mais qu'on avait quelques défis devant nous à surmonter. Et on avait surtout le défi de la technologie. Et en 2014 déjà, on décide de fonder une compagnie, Onward Medical, qui se dédiera à développer des implants qui vont stimuler la moelle épinière de patients paraplégiques. C'est une compagnie qui est à Lausanne et puis qui permet, grâce à des montres connectées, à une tablette, de facilement communiquer avec ces stimulateurs et ces implants qui sont dans les patients paralysés. Cette technologie a permis à 9 patients qui avaient une lésion de la moelle épinière de remarcher. Vous les voyez ici, certains, ceux du haut, ont une lésion incomplète de la moelle épinière, les 3 du bas ont une lésion complète de la moelle épinière, et tous sont capables de faire des pas dans un laboratoire et à l'extérieur du laboratoire. Cette performance a permis d'avoir des publications importantes dans des journaux prestigieux et a eu beaucoup de répercussions médiatiques. Je suis sûre que certains d'entre vous ont vu ça et se lassent parfois de me voir dans les médias, encore elles. Mais n'empêche qu'il y a quand même eu une prise de conscience dans nos institutions, donc l'École polytechnique, le CHUV, l'UNIL, qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait à Lausanne, raison pour laquelle, sous l'impulsion aussi de Patrick Ebicher à l'époque, qui a appelé son copain Daniel Borel, il faut faire quelque chose pour soutenir cette recherche à Lausanne, et le centre NeuroRestore de recherche en 2019 a vu jour. Donc, nous sommes soutenus par nos institutions et merci à nos institutions qui non seulement me donnent un prix aujourd'hui, mais qui nous soutiennent au quotidien en nous aidant à faire une recherche importante sur la paraplégie. Et dans notre centre de recherche, la philosophie est claire. Nous avons une rigueur de démontrer comment ces thérapies vont être développées. Et ça commence à la souris, ça s'applique au rat, au singe et ensuite à l'homme. On veut comprendre les mécanismes des thérapies qu'on développe. Et ça a permis à des gens de remarcher. Mais très vite, quand NeuroRestore est né, on s'est rendu compte qu'il fallait faire mieux. Et mieux voulait dire, vous voyez ici, ce patient paralysé appuie sur des petits cliquets pour stimuler sa moelle épinière. Ce n'est pas très naturel. Et on s'est dit, à cette période, il faut rendre les choses plus naturelles et inventer ce rêve qui est le pont digital. Le pont digital, ça deviendrait le cerveau qui stimulerait la moelle épinière. Et le principe est le suivant.
Donc imaginez-vous, le patient a une pensée, il veut marcher, et au moment où il marche, il pense à marcher, on décode son intention de marcher qui va stimuler ensuite sa moelle épinière. Et ça, c'était de la science-fiction en 2014-2016. Et à un moment, on s'est dit qu'on va être capable de le réaliser, parce qu'on avait la technologie, on avait l'intelligence artificielle, on avait la possibilité de développer ce fameux pont digital. Au moment où nous étions prêts, nous avons aussi dû choisir le premier candidat, le pionnier, parce qu'il faut toujours des participants qui sont d'accord de participer à ces recherches. Gertian, lésion de la cervicale de la moelle épinière, qui n'était pas capable de marcher, et on lui a mis en place un implant sur le cerveau qui décodait ses intentions de la marche, un autre implant sur sa moelle épinière, et puis là, maintenant, il est capable de déambuler sans appuyer sur des petits boutons, sans parler à des télécommandes, mais c'est son cerveau qui va stimuler sa moelle épinière. Et ça a été un pionnier. Depuis lui, 2 autres patientes marchent avec le pont digital, 2 autres patients bougent maintenant le bras, parce qu'on peut aussi traiter la tétraplégie et la mobilité du bras grâce à ce pont digital. Et d'autres patients maintenant, avec des indications élargies, vont bénéficier de ces technologies, que j'espère que nous pourrons continuer encore longtemps et que ça ne restera pas simplement une anecdote dans l'histoire de l'Université de Lausanne, mais qu'un jour, beaucoup plus de patients à travers le monde pourraient en bénéficier de ces traitements. Et une fois encore, je remercie tout ce groupe sans lequel il serait impossible d'avancer dans ces travaux. Merci à tous. Merci beaucoup, Jocelyne Bloch, et encore félicitations pour ce prix. Ganesh Gemeyer et Marcel Savoie nous ont accompagnés tout au long de cette cérémonie. Laissons-leur la parole encore un instant et profitons de leur talent.
Merci Ganesh Gemeyer et Marcol Savoie, merci pour votre présence, merci pour votre musique ce matin. Nous approchons du terme de ce Dies Academicus 2025 et pour clore cette cérémonie en beauté, je suis rejointe par Monsieur le recteur Frédéric Herman. En effet, nous célébrons aujourd'hui la vitalité de l'Université de Lausanne, une vitalité qui s'inscrit dans une longue et riche histoire, une histoire qui continue, une histoire qui évolue. Et Monsieur le recteur, vous nous proposez justement un regard vers le futur de cette belle institution. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup pour avoir animé cette cérémonie. Avec plaisir. Je suis bien sûr ébranlé par ce qui s'est passé pendant cette cérémonie. J'aimerais dire que la direction n'est pas indifférente à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, cependant, c'est le Dies, c'est la fête. Au début du mandat, je voulais vraiment avoir des Dies qui soient riches en contenu scientifique, en recherche, etc. Je pense que c'était le cas. Je voulais aussi de la spontanéité. Je pense que c'était le cas aussi. Alors on va terminer avec quelque chose de bien plus léger, tourné vers le futur. Je voulais aussi rappeler qu'au début de notre mandat, nous avions décidé d'élaborer un plan d'intention de manière participative. Alors il y avait beaucoup d'objectifs, de mesures, et puis un des objectifs a été de renforcer la visibilité de l'UNIL dans un monde de plus en plus digitalisé. Alors on a décidé de faire deux choses ensemble. La première, c'était une refonte du site web institutionnel, et puis la deuxième, c'est d'avoir une identité visuelle qui est adaptée au support numérique. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Félicitations encore à toutes les lauréates et à tous les lauréats. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé et qui ont rendu possible ce Dies Academicus 2025. Et puis merci à vous pour votre présence ce matin.
Ce week-end, vous pourrez également profiter des mystères de l'UNIL. Vous y trouverez des animations pour les jeunes, pour les moins jeunes, des conférences et également l'expérience exceptionnelle du Luminarium. Vous l'avez probablement déjà vu devant l'Amphimax. C'est cette œuvre artistique qui est déguisée en labyrinthe gonflable, qui joue avec les formes et avec les lumières. C'est d'ailleurs l'occasion de retrouver l'enfant qui est en vous en enlevant vos chaussures et en y allant en chaussettes. Donc n'hésitez pas, il est ouvert à tout le monde grâce à la Fondation Margarita. Mais avant cela, votre concentration, votre écoute et toutes ces émotions vous ont certainement donné faim. Donc je vous propose de profiter de l'apéritif et de ces nombreux buffets qui est servi juste à la sortie de l'auditoire. Merci, Monsieur le Recteur Frédéric Herman, et rendez-vous le vendredi 29 mai 2026 pour le prochain Dies Academicus.